Ceci n'est pas une conférence, ni même une réflexion en soi, mais une série d'interrogations inspirées par un article de Jean-François Kahn, publié dans Le Soir. Le titre, c'était, je me souviens bien, « Faut-il héroïser les rebelles ?» Dans cet article, on nous invitait à réfléchir sur le fait que l'attitude rebelle n'est pas une vertu en soi, mais bien un état psychologique prédisposant à savoir sortir des clous, pour le meilleur ou pour le pire, pour la jouissance existentielle de le faire, voire par goût de la pure transgression. Ne dit-on pas d'un contestataire qu'il a l'esprit rebelle? Il y aurait ainsi des rebelles positifs et d'autres négatifs. Sans oublier le lien avec la jeunesse, on ne refera pas mai 68 avec des retraités. Hélas. En ces temps de confusion, de doute, de décisions ressenties comme contradictoires, voire arbitraires, la tentation est grande de s'interroger et de s'opposer, surtout quand les règles logiques de la communication sont bafouées jusqu'au ridicule. Et voici que face à ces contingences nouvelles, semblant surgir des temps obscurs que l'on croyait révolus, la tentation est grande d'entrer en rébellion. C'est d'autant plus vrai pour les jeunes générations transformées en victimes sacrificielles d'un rituel insensé dont ils ne détiennent ni le mécanisme, ni la finalité, ni les limites. Avoir 20 ans en 2020, ce n'est pas une mince affaire. Le malaise ressenti est d'autant plus grand que nous vivons dans une société qui fait de l'individu un roi, mais un roi dépouillé de son royaume. On en vient donc à rêver de rebelles, non pas ceux à la petite semaine qui défilent pour une question de masque ou s'égarent dans leur délire complotiste sur les réseaux sociaux. Mais, par l'élargissement du propos, on en vient à ceux qui font l'histoire, qui s'opposent au diktat, qui déraillent en se raillant de la fatalité, qui sortent des clous pour rendre le monde meilleur. Des rebelles en révolte, voire en révolution, un monde meilleur en principe, car le pire émerge parfois des meilleures intentions. Mais d'où vient cette tendance à magnifier le rebelle? Sans doute répond-elle à une aspiration refoulée. Ce serait ainsi une réponse à un vide, à la part de soi usée par le temps, au constat d'impuissance devant l'insurmontable. On associe volontiers aux rebelles la vision romantique du héros s'opposant au système. Pour ma génération, l'image du rebelle a été construite par le cinéma américain, et oui, avec des acteurs comme Marlon Brando, pour ne citer que lui. Un peu plus tard, le cinéma français a suivi une démarche comparable avec la nouvelle vague qui, elle, se voulait avant tout une révolution esthétique. Elle avait ses rebelles qui s'affirmaient en tant que tels. C'était le temps des voyous sympathiques. On pense évidemment à Jean-Luc Godard et à ses films, notamment À bout de souffle en 1960 et Pierrot le Fou en 1965, dans lesquels Belmondo joue rebelle de service, non pas dans une approche psychologique fine, mais à travers une série de situations décalées, invitant le spectateur à la distanciation. Une approche intellectuelle soutenue par de nombreuses références culturelles. Trop, peut-être. Godard, on aime ou on n'aime pas. Le cinéma se faisait annonciateur de rupture, tandis que mai 68 se profilait à l'horizon d'une nouvelle modernité. Pour les femmes rebelles, il faut attendre l'inoubliable Thelma et Louise en 1991. Film culte pour beaucoup de féministes, le film a dérangé au départ car on y découvre une femme au foyer qui s'ennuie et une serveuse délaissée par son amant qui toutes deux prennent la route et, par le jeu de la fatalité, entrent dans la révolte et dans la transgression des lois. C'était à l'époque un tournant, car finalement que l'homme se rebelle, ça va de soi, et ça fait partie de l'inconscient collectif. Mais si les femmes s'y mettent, mais c'est la fin de la société. Il y a des rebelles qui arrangent et d'autres qui dérangent.
Depuis lors, la société a encore évolué et l'on balance du porc à tour de bras pour le meilleur et pour le pire, l'essentiel à ce stade étant de le balancer. Le pauvre. Le cinéma n'a pas oublié les rebelles négatifs, les mauvais, les antipathiques, tels que Lacombe Lucien de Louis Malle, au début des années 60. Cet adolescent passe sans état d'âme, apparent, de la résistance à la collaboration avec la Gestapo. On peut établir le lien avec les rebelles peu sympathiques qui se sont retrouvés dans les sections d'assaut, les SA, dont on sait le rôle qu'ils ont joué dans la montée du nazisme. Ce n'est pas par hasard qu'ils furent liquidés par les SS, la fameuse nuit des longs couteaux. Une fois établi, le nazisme ne pouvait s'encombrer de ces transgresseurs pathologiques. La série belgo-israélienne No Man's Land, qui passe actuellement sur Arte, montre bien que les choix idéologiques simplistes trouvent souvent leur origine dans des sentiments de frustration amenant à se rebeller contre une société ressentie comme injuste. Le réalisateur refuse le manichéisme et l'on ressent une forme de quasi-empathie pour ces paumés du djihad adhérant à une cause, donnant du sens à leur vie. Qu'on ne s'y trompe pas. La série est surtout un hommage aux miliciennes kurdes. Quittons la fiction qui façonne si bien notre inconscient pour en venir à l'histoire trop souvent oubliée. Je pense à Charles de Gaulle, dont on a commémoré le 50e anniversaire de sa mort, ici, au mois de novembre. Ce catholique social et royaliste n'était certainement pas un rebelle. On ne fait pas une carrière militaire dans ce cas. Mais il s'est rapidement révélé anticonformiste. C'est proche, mais c'est pas la même chose. Disons que l'anticonformisme développe une pensée plus ou moins décalée par rapport à la norme, mais sans opposition réellement frontale. C'est souvent le cas des artistes, des originaux, des contestataires doux. Pour revenir au grand homme, si je puis me permettre l'expression, son anticonformisme s'exprime très vite alors qu'il est encore officier subalterne. Il écrit que les décisions d'ordre militaire relèvent du gouvernement et non des grands états-majors. Ce n'était pas l'idéal pour une promotion rapide. Mais en juin 40, l'anticonformiste se transforme en rebelle, dans le sens plein du terme, puisqu'il s'oppose aux décisions politiques et prend l'avion pour l'Angleterre. C'est un acte de désertion augmenté de trahison, et même de haute trahison. Il sera d'ailleurs condamné à mort. On connaît la suite, et quand l'ancien rebelle d'un moment sera confronté à un quatuor de généraux rebelles en Algérie, le fameux quarteron de généraux, comme il dira si bien, puis à d'autres rebelles plus sympas de mai 68, le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il en prendra pour son grade. Rebelle un jour, mais rebelle pas toujours. Et si Donald Trump, qui nous fait tant rire et grincer des dents tout à la fois, était un rebelle, à sa façon, pas politiquement correcte. Car pour ruer dans les brancards, il est difficile de trouver mieux. En tout cas, c'est un anticonformisme parfaitement conforme à un personnage dont la vie est axée sur la transgression permanente. À l'éclairage de la pandémie dont nous subissons tous les jours les effets néfastes, n'est-il pas temps de rompre avec le fantasme du rebelle héroïque pour saluer et mettre en exergue ceux qui ne se rebellent pas, qui restent dans les clous et agissent en pleine conformité avec les exigences du temps? Je pense à cette armée silencieuse de soignants qui tous les jours sont confrontés aux mêmes gestes, répétitifs et stéréotypés, embarqués dans un cercle vicieux, semblant sortir de l'enfer. Et je pense aussi aux enseignants, obligés de garder leur masque, curieuse façon de communiquer. Et aussi les services publics, et les métiers incompatibles avec le télétravail. En bref, celles et ceux qui constituent le ciment de l'édifice sociétal, qui à l'image de ce matériau n'est pas visible, alors qu'il est indispensable à la tenue de l'ensemble. J'en reste là, chers amis, et pour terminer par une formule bien connue, je me permets de dire « j'ai terminé ».